want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. Ouais. Et là, Après, il est devant en termes de worker. Et là, Laser, il a réussi Voilà. à extrêmement bien temporiser Eh ben, c'est ma photo. l'avenue des corrupteurs et même des queens ici qui arrivent à transfuser du coup les corrupteurs. Par contre, les corrupteurs et les hydras, faut que tu ailles fêter les carrières, mon bon Laser, si tu veux faire la différence. Par contre, on a plus beaucoup d'intercepteurs sur les carrières, puisque ces hydras, mine de rien, sont deux d'attaque et sont en train de faire fondre les intercepteurs, les carrières qui sont complètement oubliés derrière, alors que les hydras vont se trouver juste en dessous. Nib qui fait des erreurs dramatiques. Oh là là, mais Nib, qu'est-ce qui se passe là? Oh là 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 là. Ouf, il est clairement en train de craquer. Le joueur européen, les corrupteurs qui se débarrassent de moment, il ne reste que les Broodlords qui sont en train de gratter ad vitam et les carrières qui branlent quasiment rien, qui se font juste gratter par les corrupteurs. Nib, qu'est-ce qui se passe? Ouais, maintenant Nib il va quand même gagner cette fight ici, hein, en se débarrassant des Broodlords, en se débarrassant des corrupteurs, c'est cool. Et Laser a pas mal empalé, maintenant il y a quand même un lurker qui se fait très plaisir ici sur les immortels. Oui. Et notamment il a empalé ses Broodlords qui était sa plus grosse valeur d'armée, qui était une valeur d'armée très efficace dans un scénario relativement low économie. Et avec les run by de Nib, l'économie est effectivement plutôt low. Maintenant Nib il a pas le droit de reprendre une fight comme ça où lui empale ses carrières au préalable, parce que le carrière c'est aussi une unité qui consomme des ressources en permanence et qui coûte très cher à produire. Évidemment, et tu veux pas les produire non plus 6 par 6. Là ils sont produits 2 par 2, donc ça va mettre du temps pour refaire de la pop, alors que du côté des lasers, à refaire une pop entière de Zergling Hydra et avec un petit support de Lurker, ce sera pas du tout compliqué. La preuve, elle est déjà prête. Et le Momo n'est plus là pour défendre ses petites ouailles. Après il n'y a que 2 corrupteurs, hein. Il faut target les corrupteurs avec tes carrières pour permettre aux carrières de se battre en toute sérénité. Les storms qui sont balancés sur les hydras directement, c'est très bien fait ici de la part de Nib. Effectivement qui s'en sort très bien. Nouvelle storm et Laser qui n'arrive juste pas à rassembler une armée suffisante pour faire la différence, qui se fait écraser ici par la machine Protoss. On se sera fait un peu peur sur la véritable attaque finale du coup qui était la précédente pour Laser, mais ici ça devrait normalement être la fin pour le joueur polonais. Ah, voilà. Le joueur américain là, qui s'est pas laissé démonter, plutôt que d'essayer de refaire un Skytos complet, a juste refait quelques archons et oh là, 9 kills pour Roger le Zilote. Il a été performant, plutôt que de refaire une compo full Skytos qui aurait mis des plombes à revenir. On refait juste quelques archons, des immortels, des Zilotes et 2-3 storms, et ça suffit largement. Et là on rentre dans le tam, amène avec ce qui reste. GG. GG well played, et Laser qui s'incline dans la game numéro 1. Ça a failli bien fonctionner. Et au final, vraiment, l'arrivée des Broodlords qui surprend, qui fait du dégât, qui fait la différence. Mais derrière, ça a été peu inspiré. Ça a été peu inspiré, les Broodlords sont empalés, on profite pas du fait d'avoir des Broodlords pour éventuellement continuer à camper et faire plus de corrupteurs, ou aller chercher des upgrades supérieurs, ou aller chercher du crackling, etc. C'est ça, il manque des corrupteurs à des moments clés, la pop est pas forcément complète quand elle le devrait, ça manque de run-by. On n'a pas profité forcément des faiblesses, à des moments clés de Nib. En soi, je pense que les run-by auraient été compliqués à mettre en place parce qu'il avait vraiment privilégié les upgrades des Hydralisques et des Lurkers du coup. Donc les Zerglings n'auraient pas été efficaces en tant que tels, mais du coup il tentait beaucoup de multifronts et qui était très bien fait de sa part. C'est ça, hein, le moment où il cancel la B4 avec les Hydras, c'était très bien fait. Hein. Mais du coup il perd beaucoup de population sur ses velléités de multifronts et du coup se bloque un peu lui-même sur cette même population dans l'idée de... Bon bah j'ai perdu beaucoup de troupes, du coup si je veux pas mourir sur le contre-push, je dois reprendre la même pop, puis je pourrais tech, ce qui s'est avéré vrai pour les Broodlords. Mais après les Broodlords, il a un peu arrêté cette logique et il n'a pas réussi par exemple à trouver les ressources ou le temps pour aller chercher le crackling ou le plus 3 d'attaque, peut-être pour ces Hydralisques, qui auraient pu être des options intéressantes. Alors que bon, à un moment il est sur B6 hein, mais cette défense des run-by de Zealot n'a pas été efficace. Non, bon après, rien de bien dramatique, c'est toujours un BO5, il n'y a que un 0, Laser n'a pas c'est pas fait marcher dessus non plus. Je pense que là c'est plus du decision making effectivement comme tu l'as spécifié. On se remet en jambes, on se recentre sur ce qui marche, on oublie ce qui marche pas et on continue ce BO5 qui n'est clairement pas fini. Pour l'instant, mon pronostic de 3-1 est respecté, donc et s'il te plaît Nib, maintenant tu perds. Bah on verra hein. Pour le coup je suis pas convaincu hein. Nib même s'il y a quand même eu une grosse erreur notamment sur le positionnement des carrières, c'est quasiment la seule véritable erreur de Nib dans cette partie. Sinon c'était vraiment aussi des erreurs qui sont provoquées par Laser, par la qualité du gameplay d'Laser. Donc je pense que là Nib a toutes ses chances pour peu qu'il ne se laisse pas banane. En haut à gauche pour la Pologne, c'est Laser.
Alors que en bas à droite pour Ting et pour les États-Unis d'Amérique, encore avec un Gas First, c'est Nib. Quel famos. Et en vrai, typiquement, hein, les trucs de Gas First comme ça peut être un truc qui va changer la méta. Hein. Parce que s'il s'avère que ça comble le trou, alors que ça retarde ton cyber, mais que ça comble le tout petit trou que tu peux avoir sur ton Wargate et que ça tue en fait la faiblesse vis-à-vis du Lynx Flood, donc du raz-de-marée de Zergling, bah En vrai, ça peut être la trouvaille. Hein. ah bah ça va devenir le build méta. Hein. Parce que du coup en fait ça, notamment enfin un build méta macro, puisque du coup ça va sécuriser ton truc, et du coup le gate gaz Nexus Cyber classique, au lieu du gaz gate cyber Nexus, non, gate gaz Nexus On Cyber. peut pas tromper Voilà. 1000 fois. 1000 personnes. Mais du coup, ça va y avoir une variante entre un build ultra macro mais qui n'est pas le Nexus First et un build macro standard slash très orienté technologie, donc vraiment avec un timing en fait pour faire du dégât. Effectivement, peut-être que, bah écoute, s'il y a bien un joueur qui peut trouver la nouvelle méta en Protoss, je mettrai mon billet sur Nib, en tout cas chez les Foreigners. Donc ça me surprendrait pas. Alors, la probe qui va partir Scoutey. On sait jamais ce que prépare Elazer de son côté, puisque ça reste quand même un joueur qui est extrêmement agressif. Donc, Peugneugne et Fad. Merci pour ton don, tu fais plaisir. Pour le soir, mais pour le swag. Effectivement, Bien évidemment. les deux sont intimement liés de manière générale. Du coup, le pylône qui se termine, le cyber juste dans la foulée. Normalement, on devrait voir la Stargate popper dans 3, 2, 1. Non, ça a l'air effectivement nickel d'un point de vue timing. Son histoire de Gas First, ça s'expérimente. Je pense que c'est vraiment un peu compliqué à mettre en place. C'est un peu couillu hein, en vrai, hein, surtout contre Zer. Mais Bah, écoute, je pense que typiquement ça meurt contre Pull First. ouais, clairement. Genre vraiment Pull First, grosse agression de Lynx sur 2 bases. Ah bah là, ton adepte, il arrive vraiment à la bourre. Quoi. Bah ouais, enfin, il arrive pas beaucoup plus à la bourre, mais tu sais, c'est les 4-5 secondes qui font C'est la ça. différence. Et C'est un coup, tu peux pas fermer le wall avec, les Zerglings rentrent et puis bah, tu leur cours après pendant 2 ans. Et... bah, au-delà même de fermer le wall, en fait, le premier adepte a généralement vocation, comme ici, à sortir pour scouter. Parce qu'en fait, il va scouter à un timing où ta probe est forcément morte, t'as pas d'autres armes de scouting. Donc, à part si t'as scouté un truc type Pull First avec ta probe, t'es obligé d'envoyer ton adepte pour vraiment vérifier. Ok, alors c'est pas un Pull First, mais est-ce que du coup c'est un flotte de Lynx? Du coup, je vais devoir me le préparer. Et là, tu le rejoins avec le deuxième adepte parce que ça donne plus de pouvoir de vision hein, avec les deux shades. Et en plus, le potentiel de faire un peu de dégâts, notamment ici. Il a réussi à deny un peu le creep, même s'il a pas tué la creep tumeur. Bah pour l'instant, ça a l'air de marcher, hein, son histoire à tonton Nib, l'oracle qui se fait bien évidemment chrono booster. On continue le chrono boost pour sortir le phoenix le plus vite possible. L'Overlord qui prendra cette information. On va se préparer du côté de chez Elazer en posant des sports, bien évidemment, pour contrer l'arrivée de l'oracle, surtout dans cette B3 qui n'a pas encore commencé à droner. Ouais. L'oracle qui arrive, mais voilà, on prend pas de risque, ne pas perdre de points de vie dans un style double oracle comme celui-là où vous voulez sniper les drones parce que vous voulez one-shotter. Bah commencer à perdre des points de vie sur votre premier oracle, ça veut dire que vous allez forcément one-shot moins de drones, ne serait-ce parce que vous devrez reculer un oracle pour le sauver, ou alors parce que vous aurez perdu un oracle, donc vous tuerez moins de drones si vous prenez des dégâts sur votre premier oracle, c'est simplement ça. Mieux vaut juste prendre de l'information, ne perdre que du bouclier et être safe sur votre prochaine agression. Effectivement, pour l'instant c'est pas trop mal fait de la part de Nib. Alors, un Bataroach. Ouais, on l'avait vu contre Nyx, hein, Elazer quand il faisait un Bataroach, il avait des velléités agressives mine de rien. Oui. Et d'autant plus contre un mec comme Nib qui a tendance à jouer l'ultra macro, ça a beaucoup de sens. Même si on notera ici que Nib a fait son conseil crépusculaire avant sa robot, hein, contrairement à la partie précédente. Et du coup il va tenter un timing adept. Donc le Roach Warren va être tout particulièrement bien timé hein, pour intercepter ce type de timing. Effectivement, avec les résonances qui sont envoyées comme prévu. Oh la bonne micro de Nib quoi. Excellent, 4 probes comme à l'accoutumée. Et avec une queen qui a vu la lumière aussi. Hein. Ouais, elle a vu sa vie défiler devant ses yeux. Et elle a réalisé qu'elle avait passé beaucoup de temps à faire de la merde littéralement avec son creep. Mais maintenant il faut voir comment... Oh il y a 3 oracles. What? Ok, avec le phénix réglementaire pour lever maman.
Non mais par contre là si ça tape des drones, si ça tape des drones, si ça Hop, tape que allez. des drones, ça va être une boucherie ici. Il y a tellement d'oracles pour faire du DPS sur les drones meurent instantanément ici. C'est absolument horrible, ils perdent tellement de workers. Oh là 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 11. Ça fait 15 workers perdus à 5 minutes de jeu, c'est juste énorme. Et là les trois oracles ont aucune raison de s'en aller, qui peuvent même se claquer un petit tag avant de partir en mode j'impris de ma marque. C'est horrible. C'était tellement bien fait. Et derrière, bon ça c'est un run by the links, mais du coup mec t'as fait un roach Warren, t'as fait le roach speed, t'as fait 8 roach et t'attaques pas avec mec. Genre là, en vrai attaque avec tes roach par contre Nib, viens défendre ta base, Oui, s'il ce te serait plaît. bien. Les rochers ne te feront aucun mal. Par contre, ce petit contingent de Zergling pourrait devenir problématique. C'est bon, c'est défendu avec le gros pack d'adeptes. Et on y retourne, écoute. Bah on ouais. va retourner soulever des mamans. C'est ça, et du coup le Phoenix qui sert même à tanker les premiers chocs de sport. Et ici on va reprendre des drones. Nib qui roule sur le visage du joueur polonais. Oh là 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 là, merde. Mais holy shit. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais Non. c'est un des meilleurs joueurs du monde. Ça fait 24 drones de mort en 6 minutes. Pour 4 probes. Oh là là, qui ont tous été pris bien plus tard hein, que les premiers drones, donc en fait Bien il y avait sûr, bien moins de valeur, puisque plus les workers sont pris, plus c'est un gros pourcentage de l'économie que vous prenez. Là le truc c'est que Nib il maintient tellement la tête de Laser sous l'eau, t'as quasiment à chaque fois en fait des gros pourcentages de l'économie qui sont pris, ne serait-ce que, et en plus avec le nombre de workers qui sont tombés. Ici c'est la robot baie, hein, et une deuxième robot qui sont rajoutés, du coup ça va jouer double robot colosse, donc un style méga bourrin, et contre un mec qui a pas eu les moyens de faire une grosse armée, ça va être très efficace. Ok oui. Alors là, l'armée de Nib là qui n'aura aucun mal à repousser ce petit run by de Zergling. Allez, on repose des gates. Évidemment, ça va servir et il en a largement les moyens. Mais non, arrêtez, Non, mais non. arrêtez, arrêtez. Il y avait des coups d'assaut. Il y a encore 2 oracles en vie, il a pris 7 drones de plus, il pourra en reprendre plus tard parce qu'il y a 2 oracles, du coup ça veut dire des one-shots de drones. Mais le syndrome post-traumatique que Elazer va développer, genre si le mec ne fait pas des cauchemars à base d'oracles, je serais pas surpris, ça sera juste un miracle de médecine mentale, quoi, de santé mentale. Je pense, ouais. Mais incroyable. Non mais là mais je sais pas, je pose des hydras, faire un... Certes, le score n'est pas bon. Ah oui, 5-0, non, peut-être pas, non. Effectivement. Alors, on va essayer de sniper ce qu'on peut avec des Zerglings. On essaye de taper un peu les propres. C'est tellement bien fait ce Mineral Tree qui empêche les plus de dégâts que ça. Et on reprend 2 adeptes et on retape encore dans l'économie. À quel moment est-ce qu'il y a une minute où Elazer n'a pas perdu les drones? Bah, Ça fait 5 minutes. Il perd des drones toutes les 30 secondes. Bah, j'ai envie de dire que le moment où il a pas perdu de drone, c'est les 3 premières, c'est-à-dire le c'est moment ça. où il n'y avait pas d'unité de Nib dans sa base. Mais quasiment à chaque fois qu'il y a des unités qui rentrent dans la ligne des minerais, effectivement, t'as une dizaine de drones qui meurent. Et ça n'a aucun sens à mes yeux. Enfin, c'est pas censé se produire. Et pourtant, Nib qui arrive à le faire, c'est vraiment impressionnant de sa part. Impressionnant, ouais, de maîtrise, Ah ouais. que ce soit macro ou micro. Il est complètement en train de passer au-dessus des lasers. Ah ouais. Alors cette fight là qui ne peut décemment pas être gagnée par cette population. Et vraiment, moi ça m'étonne d'autant plus qu'on a senti un Nib un peu fragile sur les débuts de la compétition. Agoramov, ça a été une game longue, ça a été une game lente. Là, c'est vraiment lui qui met le rythme et qui surpasse complètement ce que fait Elazer. Donc, c'est un Nib qui a l'air de complètement là réussir à se révéler dans les étapes un peu plus tardives de la compétition. Clairement, là, Elazer, ça fait 5 minutes, il subit. Hein. Ouais, ouais. Il vraiment subit, il est absolument pas proactif dans son jeu. Mhm. Il ne crée pas de menace, il est juste en train de prendre des baffes et d'être dans l'incapacité complète de répondre. Et ça va se poursuivre là, puisque le plus 1 a été validé, le blink qui va arriver aussi, le plus 2 est lancé des deux côtés. Mais la pop de Nib est 1 million de fois plus qualitative que celle de son adversaire. Et là, il aura aucun mal à rentrer, à prendre une fight bien frontale. Il y a quand même le lurker hein, qui empêche d'avancer comme un bourrin, mais ici on esquive bien les billes corrosives, même si les colosses ont quand même pris pas mal de dégâts. Mais il reste 3 colosses en vie hein, et la bonne révélation sur le lurker le plus avancé, ça serait pas mal d'en balancer une deuxième sur la troupe de lurker plus avancée. Non là, mais qui empale un petit peu les troupes. Oh, il s'est vu trop beau. Et c'est vu trop beau, grosse erreur de Nib ici hein. Pour le coup,
Bon après le truc c'est que Elazer il est quand même en train de se faire sacrément grignoter sa pop et que sa pop elle est pas très intéressante. Maintenant il a pris la plus grosse valeur de la pop de Nib qui était les colosses. Et Nib il est pas non plus en train de full miner sur sa B4, il a 67 propres contre 80 drones. Faut encore que Nib fasse attention, hein. Cette game n'est pas terminée. Hein. Est-ce que là on peut repartir avec un timing blink pour Blinkin sur les lurkers? C'est la fausse bonne idée en général, ok il veut le tenter quand même, il esquive bien les shots. Maintenant il n'arrive pas à retarget et du coup les lurkers encore survivants ont réussi à mettre du gros DPS. Il essaie d'en sniper les uns après les autres mais ça devient compliqué puisque les roach les protègent relativement bien. On en prélève 3 malgré tout mais là il y a beaucoup de stalkers qui sont dans un très mauvais état et ce serait vraiment de la folie de recommencer un Blinkin. Il va se faire encercler là. Oh la concav ici de la part de Laser qui peut être bien supérieur, notamment si on arrive à target le Colossus, mais là on veut trop le target et on a perdu peut-être trop de DPS là-dessus, même si ça a permis de choper l'Oracle. Et là il y a encore un lurker qui n'est pas révélé, un deuxième même, et il n'y a pas de détection dans cette armée. Finalement une révélation qui tombe et qui va permettre un peu de conclure ce combat. Allez là pour l'instant Nib qui a pris la bonne solution là. Malheureusement Elazer qui est tombé pile poil dans le timing de ravitaillement des troupes de Nib et ça lui a coûté très cher. Ouais en plus Elazer il a fighté sans avoir le plus d'attaque hein, donc depuis tout à l'heure il fight à upgrade inférieur, là ça va finalement être à upgrade équivalente, mais le plus 3 d'attaque est déjà lancé du côté de Nib et là les colosses sont bien en place sur le terrain, peuvent infliger un gros dégât à cette population de Roach, Hydra, Ravageur. Par contre attends, beaucoup de colosses qui sont isolés là, tu vois la pop. Oh là 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 là, les Hydra qui crament quand même, les trois colosses qui sont toujours en vie, là c'est compliqué de trade, c'est même littéralement impossible sans lurker. Les drones qui sont sortis qui arrivent à grignoter encore un petit peu, le colosse. 27 et 12 kills sur ces colosses, GG. Nib qui ne fait juste pas de quartier et vraiment enfin... Sur ces prises de feuilles, vous pourriez dire colosse ça clique et tout, mais si vous avez bien prêté attention, on avait le colosse en sélectionné et il y avait un shift click sur les hydras. Parce que là, la très mauvaise idée, si vous laissez faire les colosses, c'est qu'ils vont taper les zerglings et vous allez mettre votre DPS en fait sur une unité qui, là pour le coup, n'est pas améliorée. Mais en plus, juste de facto, même si elle a les mêmes améliorations que l'hydra, a moins de DPS en fait. C'est ça. Donc c'était bien plus intéressant de tuer les hydras et il l'a fait très rapidement, hein, ce qui a complètement empêché Laser de se relever. Et là Elazer il a l'air de tilter assez fort. Ah ouais là il est au fond là hein. Nib il a haussé le niveau de jeu mais très fortement. Et Elazer il a pas pu suivre. De toute la game il est derrière, il n'arrive pas à prendre une bonne fight. Un soupçon d'avantage. Et ouais là tu te poses des questions sur la game 3. Alors putain là c'est de pire en pire au fur et à mesure que les games avancent. Zaldarf, bien sûr, qui rejoint la route tout poutre. Merci à toi, Zaldarf. Oh yeah. Alors, qu'est-ce que ça va donner cette Game 3 et surtout, qu'est-ce que tu te dis quand tu t'appelles Mikolai Ogonovski et que tu viens de te faire rouster, littéralement. Est-ce que tu te demandes pas si là t'es sur Blackpink et que finalement le Zergling Flood, le Proxy Hatch, le drop de Lynx, enfin les strats agressifs sur lesquels Nib a souvent été mis en difficulté. Alors Nib sait que c'est sa faiblesse et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a cette variante avec son Gas First qui est sortie. Ça lui permet de peut-être compenser sa faiblesse sans forcément changer son style de jeu. Mais là je pense que Elazer il doit jouer sur la faiblesse de son adversaire, il doit pas jouer sur son terrain. Clairement. Là, la bille était sur Elazer mais la bille vient clairement de chuter dans le ravin. Et dans une mare de fange, parce que là 2-0 pour Nib et un Elazer qui sur cette game 2 qui était perdu, vraiment perdu, complètement perdu. Le lobby qui est en train de se créer, donc comme tu l'as dit, sera sur Blackpink. Est-ce que ça peut être le retour? Et Nib qui nous dit I think I'm in a bit on a slump right now, so I definitely don't see myself as a favorite. Ouais, ça a du sens, de manière ça lui ressemble en plus, il a toujours eu cette espèce de... sur la fin de 2017 un peu moins, il était beaucoup plus confiant dans son style de jeu de manière générale. Mais effectivement, il a souvent dit que je suis mauvais et tout. Je suis pas si fort que je le voudrais. C'est ça, mais je crois que c'était genre... quelques semaines après sa victoire en Case Pack Up, il était en mode ah mais en fait vous savez les gars, je suis pas si fort que ça et tout. C'était LOL. Enfin la Case Pack Up mec. Sans déconner. Mais enfin là en soi les faits
témoigne pour Nib aussi. Il a effectivement perdu des games en group stage, ce qui arrivait très très peu en 2017. Maintenant, je pense que de manière générale, ça va pas l'empêcher forcément d'avancer ici. Enfin, il faudrait vraiment que Elazer réussisse à se réveiller. J'étais plutôt fan de ce qu'il faisait sur la game 1 avec beaucoup de multifronts, mais il faut réussir à le faire peut-être avec une transition plus rapide et prendre plus de temps. Faut déjà essayer aussi d'être plus percussif en fait, parce que là Elazer, s'il continue à faire le dos rond, tout ce qui va se passer, c'est qu'il va se faire marcher dessus. Ah ouais. Donc c'est facile à dire, mais ce qui embête Nib, c'est quand on lui rentre dans l'art et qu'on est vraiment agressif très tôt dans la partie. Et là, ça n'a pas été le cas sur la game 1 et encore moins dans la game 2. Et si tu le laisses se développer, et ben voilà, on se retrouve comme ce bon monsieur. C'est ça, un petit peu dans l'attente, genre. Allez, vas-y, on y croit. Moi, j'y crois aussi, tu vois. Un 3-0, ça me ferait un peu chier quand même. Et il y a une partie de la foule hein, qui a l'air assez fan aussi. Hein. Les gens ont applaudi de voir ce panneau Elazer mine de rien. Bien sûr, les gens. Un petit peu gêné d'être à la caméra. En même temps, Elazer, c'est un joueur qui jouit d'un bon capital sympathie, déjà parce qu'il l'est, parce que c'est un joueur extrêmement sympathique, qui a une bonne image, comparé à Nib. Tu l'aimes bien, mais en tant que personne, il est très lisse en fait. Il a pas cette image de... Voilà, un peu rockstar, un peu décomplexé qu'a Elazer, donc c'est vrai que c'est plus difficile de s'attacher. Il y avait Jean-Michel Bûcheron au premier rang, quoi. Le mec, c'était un colosse barbu. Hein. Tant qu'à faire. Ah, c'est ça. Moi, je suis le père d'Elazer, et si tu bottes le cul de mon fils, je te botte le tien. C'est ça. Il y a un mec avec des oreilles d'elfe aussi. Hein. Dans le fond, les cosplayers qui sont bien présents. Pour cette DreamHack Leipzig, bien sûr. Hein, salutations à nos amis teutons. Eh oui. Qui sont bien sages sur leur petit siège. Allez. La bonne probu. Le mec il l'a bien montré, c'est ma girl. Et la meuf elle était un peu genre dubitative. Genre, ferme ta gueule, dégage. C'est ça, genre casse-toi. Je ne connais pas cet être humain. Tu vas bien dormir sur le canapé, toi. C'est ça, toi tu vas dormir sur le canapé et sur la béquille, enfoiré là. Qu'est-ce que tu fais là? Vite, je vais embrasser un mâle lambda. Ouais. Comme ça, je vais me dédouaner de cette. Un homme à la barbe glorieuse, bien sûr, caché derrière un bonnet non moins glorieux, hein, bien évidemment. Petit regard. J'aime les bonnets et les barbes. Avec ce petit regard. Salut toi. Ah, on a le retour Papa Elazer. Allez, évidemment. C'est pas vraiment son père, hein, mais. J'en sais rien. Mais il a une tête de papa. Il a une tête de au moins quelqu'un de sa famille qui sera toujours là, tu vois. Dans tous les moments, même les plus durs. Alors, cette game, qu'est-ce que ça nous dit sur le... Eh bien, on est parti. Nous sommes directement dedans. Du coup, on va pouvoir s'y lancer sans plus attendre. Directement en haut à gauche de Blackpink, mené 2-0. Il s'agit du joueur polonais Elazer. Et en bas à gauche, en Protoss rouge... Oui. La pièce n'était pas sur lui au début, mais clairement, il l'a rattrapé, il l'a mis dans sa poche. Il est à une map de gagner et d'avancer en quart de finale pour la Team Ting, Nib. Quelle synchronisation incroyable. Est-ce qu'il va gas first? Donc bien sûr quand je dis gas first, hein, c'est après le pylône évidemment. Évidemment. Mais est-ce qu'il va gas first le coquinou? Alors, verdict, roulement de tambour. Eh bien non, c'est un Nexus First, pardon. Non, c'est un Nexus First. On aurait pu le voir avant, hein. Voilà, le pylône était déjà terminé depuis un moment. Du coup, encore plus macro dans l'idée, parce que je pense encore une fois que ce Gas First, même si, contrairement à ce qu'on pourrait penser au premier lieu, ça, vu que tu rajoutes du gaz, est-ce que tu peux pas tenter la ligne? Non, on l'a vu, il est dans une optique de macro. Et la seule manière de faire encore plus macro que ça, c'est le Nexus First. Donc ça montre vraiment ici grosse confiance de la part de Nib. D'autant plus sur une map comme Blackpink, très courte rush distance, contrairement à Ogoramov typiquement. Hein. Et mine de rien, beaucoup de... Enfin, une map sur laquelle le Floodlings, donc le Ran-Marais Zerling, est très populaire. Après là, Elazer qui n'a pas montré non plus une grosse agressivité en early game. Il mène 2-0. Écoute, la macro a l'air de très bien marcher, il est sûr de son coup. Écoute, autant tenter le build le plus macro possible, surtout sur la carte la plus petite. Au pire, tu la perds, c'est 2-1.
tu refais ton gas first juste derrière. C'est pas vraiment dommageable. Et il a l'air d'avoir raison pour l'instant, Nib. Toujours plus de prob, on va pas mal chrono-booster, hein, parce que pour l'instant c'est la seule chose intéressante à faire. La prob a bien montré qu'il n'y avait pas un pull first, donc même faire un zélote comme ça serait trop safe. Voilà, c'est pas utile ou agréable en fait, Oui, tout simplement. Donc à ce moment-là, ne pas faire de zélote, même si l'Overlord voit bien là que c'est un Nexus first, hein, par le timing du cyber, etc. Tu vas juste lancer un adepte, tu vas le chrono-booster, et éventuellement il y aura 2 ou 3 Zerglings qui vont rentrer dans sa base. Mais c'est pas très important, hein. Ça va pouvoir être géré purement avec les probes. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que derrière, il choisit de faire la Stargate du coup. Il y en a quand même 4 qui rentrent malgré tout. Ouais, c'est pas le drame du siècle, mais ça pourrait quand même, voilà, ça va obliger l'adepte à s'employer un petit peu. On perd de propres quand même sur cette petite invasion. Après, on le note, hein, il y a quand même 4 probes d'avance. Donc c'est vrai que Nib aurait préféré avoir du coup 6 probes d'avance. Mais c'est un écart qui est suffisamment négligeable pour qu'on dise bon, peu importe. C'est pas dramatique. Il n'y avait pas besoin de se précipiter pour ça non plus. Les Zerglings qui restent au maximum de temps pour prendre l'information. Lui, c'est Jean-Michel Information. Hein. Ça fait 15 minutes qu'il est chez lui, il a posé sa tente, son barbecue. Et... Ah oui, non, mais de manière, dans ces moments-là, c'est important parce que dans un opening consacré crépusculaire, même si tu vois que le bâtiment il recharge, tu ne sais jamais ce qu'il recherche. Donc, tu peux avoir envie de voir s'il n'y a pas une unité qui va sortir des gates. Et du coup, laquelle? Parce que du coup, si c'est plus d'adeptes, ça peut être un timing adepte. Si c'est des zélotes, est-ce que c'est pas un Charlotte Factory? Tu veux vouloir voir s'il y a une robot, tu veux vouloir voir s'il n'y a pas une Dark Shrine, une archive des Templiers ultra rapide. Donc c'est assez important. Merci The Oni Eric, merci beaucoup pour ton soutien. Double pèse et une Dark Shrine qui est lancée du côté de Nib. La Nib qui fait le beau. Qui fait beaucoup le beau glaive résonnant into Dark Shrine. Alors soit là il y a cancel du glaive résonnant et c'est Mind Games, soit on est en train de faire quelque chose de très énervé derrière ce Nexus First. J'y crois pas trop, le cancel là il est bien avancé. On balance un prisme aussi pour aller bien évidemment avec nos amis les Templiers Noirs. Et le Bataroach qui va se finir aussi du côté des lasers. Et ici, les glaives résonnants qui sont à une vingtaine de secondes de la complétion, hein, quasiment en simultané avec la Dark Shrine. Du coup, c'est presque à se demander, est-ce que tu ferais pas directement des archontes avec ta Dark Shrine? Non, on commence par warper des adeptes comme vous le voyez en barre de production. Les glaives résonnants qui vont effectivement se terminer. Et en fait, il n'y a pas de vigilant. Et non. Même s'il y a un T2. Et il n'y a pas de sport. Donc en fait il n'y a pas de détection du côté des lasers. Ah, c'est rentré un petit peu. Non, c'est bon, ça c'était juste un adepte tout seul. Attention quand même. Est-ce qu'on fait pas un petit cycle quand même? On repose un pylône. Là le pylône n'est pas bien posé, il faut reposer un. Voilà, ça a été reposé, on va avoir le temps de warper des unités. Mais surtout ce qui est important c'est qu'on a warpé de l'autre côté. C'est effectivement des adeptes et des archontes qui sont envoyés. Les archontes pourraient être envoyés directement dans la main, alors que les adeptes eux pourraient shade. Juste derrière on efface directement à Roach. Du coup c'est une population difficile à affronter pour des archontes comme pour des adeptes. On a shade directement en direction de la main. Mais attention ici, attention. Le cyber c'est hyper important parce que c'est des adeptes et t'as besoin de ton cyber pour faire des adeptes. Oh malheureusement là ça commence à sentir un peu le pâté là. Ah, Nib qui s'est vu un petit peu trop chaud et qui a essayé de faire le beau comme tu l'as dit, et ça commence à payer. Très bon call aussi de la part des lasers de partir sur du Roach pour bien éponger. Maintenant, et les lasers n'a toujours pas identifié que c'était une Dark Shrine qui avait produit les DT, les archontes pardon. Du coup, il y a encore une possibilité là, avec tout le gaz qu'il a. L'arnaque. La mec mais war tellement fort des DT. C'est ça. Genre vraiment. Il est... Ah, la perte d'un archonte ici, c'est dommage, c'est extrêmement dommageable. Le deuxième qui va être sauvé. GG. Ouais, là, Nib qui était... Là, il y a eu des erreurs. Il y avait des erreurs et en fait, il quitte notamment parce que derrière, Laser, il pouvait contre-attaquer et gagner instantanément la game, je pense. Même s'il y avait un truc de ouais, peut-être que tu tiens la contre-attaque avec des DT, etc. Tu vas survivre plus qu'autre chose. Voilà, tu tenais sur une béquille et même pas une bonne béquille, tu vois, c'est vraiment ta béquille Leader Price, avec tout le respect que j'ai pour Leader Price, mais... On peut parler de béquille en polystyrène là. Hein. Ah ouais, c'est ça. Et tu t'appuies dessus, tu te pètes la gueule. Mais du coup, ouais, c'est... Ah, il est déçu. Ouais, bah en fait, je trouve ça tellement dommage en fait d'avoir voulu prendre une fight frontale. Je pense que c'était vraiment pas utile. Clairement pas, hein. Surtout quand t'as vu l'arrivée de tous les Roach supportés par 3 queens, c'était vraiment pas la peine de s'empaler dedans. Et puis il aurait peut-être
pu un peu split ses adeptes davantage Je sais pas. entre la B2 et la B1, ça aurait pu être une idée. Et puis derrière, si t'as 4 DT qui en plus sont en train de tomber la B3, enfin. Parce qu'au-delà du fait que ça soit une B3 et qu'il y ait déjà des roaches sur le terrain et que du coup il y a une contre-attaque de possible, si du coup tu peux te sécuriser dans ta B1 et donc avoir un joueur Zach qui doit continuer de te bourrer sur de base et donc avec une production limitée, il y a un espoir. Maintenant, ça aurait aussi révélé la tech d'été et on aurait produit des vigilants. Donc complexe, mais la plus grosse erreur en fait, c'est tout simplement la perte du cyber. Oh yeah. Effectivement. Alors, mais bien joué de la part de Laser malgré tout, mais là, c'est clairement Nib qui s'est emmêlé les lacets tout seul. Un peu, ouais. Qui s'est lacé les deux chaussures en même temps et qui s'est, pas lamentablement, mais qui s'est un peu pété la gueule. Et ouais, voilà, on veut partir sur du full macro et finalement, ça marche pas forcément comme tu le voulais. Tu te précipites un peu, tu te dis que ça passera avec de la force. Mais Laser, c'est pas non plus le dernier tocard venu. Non, clairement. C'est pas un adversaire que tu peux sous-estimer à ce point-là. Donc à Nib de se reconcentrer et de reproduire le style de jeu qu'il nous a proposé en game 1 et surtout en game 2. Et normalement, la quatrième game devrait lui être facile. Indeed, on verra en tout cas. Oh, fort le vent. Du coup, Eastwatch, inspiré manifestement de Game of Thrones en termes de nom ici, mais map qu'on avait quasiment pas vu de ces WCS. En tous les cas, on va popper directement dans la game. Hop, petite vision de l'observateur. Directement en haut à droite de fort le vent pour la Pologne en zergue bleu. Il a commencé à prendre une première map. Peut-il continuer la remontada? C'est Laser. Et en bas à gauche pour la team Ting en Protoss rouge. 2 balles de match restantes dans sa poche. Va-t-il faire le smash? Il s'agit de Nib. Et donc la fameuse Fort Levant qui est énorme comme ma planète. C'est vrai. Et un fun fact que je n'avais jamais remarqué, mais les skins en fait dans la barre de production sont bleus. C'est les skins de base mais en couleur bleue. Voilà, j'avais juste jamais remarqué. Et c'est un petit détail. Qui après, voilà, 8 ans de StarCraft quasiment, voilà, on en apprend tous les jours, c'est incroyable. Tout à fait, hein, même vieux routard que je suis, Tout à fait. la vie réserve quand même des surprises. Parce que l'e-sport c'est comme les années de chien, ça se passe 7 fois plus vite. Évidemment. Donc, du coup, je vous Ça laisse faire le compte pour calcul à la maison de 8 x 16, de 8 x 7. Tu es bicentenaire. Alors, hashtag les maths en live, mais... B2 sur la gold du côté de Laser. Ok, on va jouer les tricks. Et ça c'est la bonne idée, je pense, de la part de Laser. C'est la bonne manière de jouer un joueur comme Nib. Il faut jouer les tricks, il faut jouer la strat de l'arnaque. Et la question c'est, est-ce que Nib va aller vérifier cet emplacement? Et la réponse est oui. Effectivement. Voilà, on se met sur, sans mauvais jeu de mots, on se met sur les rails de la détection. C'est vrai que cette map a des rails. Ouais, mais moi je veux le petit train. C'est vrai que ça serait cool s'il y avait une animation d'un petit train qui passe. Bah moi je sais pas, t'es en train de faire ta fight tranquillement avec deux armées qui t'aident dessus et t'as un petit qui passe au milieu. C'est dommage, t'avais le potentiel d'une pun. Bonjour. T'es en train de faire ta fight. Ah, des Zerglings qui sont en train de traverser la map du coup pour aller un petit peu prendre de l'information, potentiellement poc le wall. Là le wall est ouvert de partout, c'est bien normal, on mettra probablement un pylône à gauche ou à droite et un bâtiment tel qu'une gate en plein milieu. On verra comment ça se goupille à ce niveau-là, comment est-ce que Nib décide de faire son architecture pour avoir le mur le plus robuste possible, tandis que la probe a fait tout le tour pour revenir prendre l'information et notamment celle du timing de la B3 qui sera forcément prise sur l'emplacement de B2 naturel. Effectivement. Alors, les Zerglings qui font des petits allers-retours et la probe qui ne prendra pas plus d'informations que ça dans la B1. Ouais, on a quand même l'information au niveau du gaz, du fait qu'on a arrêté de le miner et bon, je sais pas s'il a cliqué sur le bousin, mais il peut se douter qu'il y avait eu que les ressources quasiment pour faire le speedling et pas beaucoup plus. Donc au-delà de ça, t'as pas trop à craindre grand chose, à moins qu'il y ait vraiment eu une chambre d'évolution cachée et que du coup il y a un slow overlord qui est en train d'arriver. Attends, c'est fermé ça? Je suis pas sûr que ça soit fermé, mec. Et ça pourrait être l'erreur. En vrai, ça sent mauvais. Enfin, ça a pas l'air super safe. Attention, de toute façon, on va le voir très vite. Non, c'est bon. Les adeptes qui sont là pour faire la police. Il faudrait pas qu'il y ait plus de Zerglings que ça qui reviennent parce qu'effectivement, ça me paraît assez perméable.
Est-ce que ça va pouvoir profiter à Elazer? Il prend l'information avec son Overlord, bien évidemment. Les glaives résonnants qui ont été envoyés et le Baneley Nest qui a été posé du côté du joueur polonais. Et c'était bel et bien pas fermé, Bien pas fermé, le rajout du pylône, Nib qui se rend bien compte qu'il y avait un souci au niveau de son wall. Comme ça montre en fait à quel point les maps pour l'instant ne sont pas connues, parce que normalement la SimCity en fait c'est le 101 de comment jouer au Protoss. Alors c'est un peu moins vrai depuis qu'on est plus basé autour de la shield batterie plutôt que de la photon overcharge. Mais ça reste une notion quand même assez importante. Connaître ton SimCity et savoir comment wall sur chaque map, ça reste important. Maintenant... Non. Alors par contre les adeptes qui sont partis à l'assaut pendant que les Zerglings eux aussi, mais les Zerglings vont arriver beaucoup plus vite et ce n'est pas fermé. TKL ça va rentrer, ça va faire gangbang fiesta dans les probes. Ouais là il va falloir micro-gérer assez intensément. Pour l'instant on a perdu qu'une seule probe, du coup c'est pas mal. Une deuxième qui finit par arriver au tapis, mais on a les glaives résonnants. Le problème c'est que pendant cela, de l'autre côté de la map, on n'est pas forcément en train de micro-gérer les unités face aux Zerglings, au Baneley de son adversaire. Cependant l'excellent split de la dernière minute du côté de Nib qui permet de préserver l'essentiel de ses troupes et en tous les cas de continuer à trade contre l'armée de son adversaire. Des adeptes qui ont également trouvé leur chemin directement dans la ligne de minerai. On peut réussir à trouver du dégât économique et par ce biais réduire les dégâts qui ont été infligés de l'autre côté. C'est très bon, le dégât qui est compensé pour Nib, mais il y a encore des Zerglings en vie. Ah c'est ça le problème, ça fait perdre énormément de temps et les probes qui sont obligés de se désolidariser de leur pack de minerais. Il a vraiment esquivé la catastrophe de pas beaucoup Nib et malheureusement pour lui Elazer est toujours sur sa gold. Toujours sur sa gold, mais on est parti sur de la double Stargate. Est-ce que ça va être double Phoenix ou double Oracle? Normalement, quand tu joues adepte comme ça, c'est plutôt du double Oracle qui est envoyé. On va voir, du double Phoenix pardon, qui est envoyé. On va voir, parce que mine de rien, avec les dégâts qu'il a subis, je sais pas s'il a envie de reminer du gaz tout de suite. T'as envie de pouvoir remettre bien ton économie au préalable. Mais le problème, c'est que ça va permettre de temporiser l'Hydra et ça va être double Phoenix. Effectivement, double Phoenix. Allez, les adeptes qui vont arriver normalement sur cette gold, à moins qu'ils fassent le virage à la toute fin. Non, on va quand même aller checker, on sait jamais. C'est bon, il a l'info que la gold est occupée. On va shade out, bien évidemment. Ouais, mais on n'a pas shade trop loin, c'est vraiment juste une question de sortir du bousin. Et là, mec, tu pourrais cut le chemin entre les deux, il y a des rochers, si tes adeptes ils tapent en continu sur le truc, tu pourrais complètement cut les renforts, mais finalement il décide de ne pas le faire, il a shade de l'autre côté. Hop et là. attention, parce qu'on aurait pu avoir la réception par des Banelings, ça a été vu, c'est pour ça qu'on a eu un split de dernière minute. Effectivement, alors Nib qui se demande un petit peu ce qu'il va pouvoir en faire de ses adeptes. Les doubles Stargate qui sont bien évidemment chrono boostés. Pour sortir les Phoenix le plus vite possible, on refait des adeptes, on lance le +1 aérien, mais chez Elazer, les Hydra et les Bane sont de sortie. Ouais, ici on va révéler les Phoenix, qui est quelque chose dont je suis pas forcément fan, parce que Elazer se rend bien compte, parce qu'il avait des marqueurs sur les deux bases, que de toute manière la B3 était extrêmement retardée. Donc en plus de ça, il voit que c'est des Phoenix, donc il a aucune raison de produire autre chose quasiment que des Hydralisques, qui à terme, s'ils sont suffisamment nombreux, finiront par gérer les adeptes. Et en plus, il a encore des Banelings qui sont en vie, donc qui peuvent parfaitement connecter avec la ball d'adeptes. Non, les Phoenix qui se regroupent au centre de la map pour faire un petit peu de chasse à l'Overlord comme à l'accoutumée et qui ne vont pas tarder normalement à rejoindre le reste de l'armée. On prélève les derniers Overlords sur la map. Le Shade qui ne sera bien évidemment pas accepté au milieu de cette masse de Baneling. Ça aurait été simplement du suicide. Et c'est pas très culturel le suicide chez les Protoss. Non, effectivement, mais ici très bonne opération de la part de Nib qui a pick up des Banelings au préalable, puis qui pick up des Hydra. Là il va envoyer les shades, mais attention, il y a des nouveaux Banelings en formation, des Banelings qui d'ailleurs n'ont pas le split Bane. Du coup on split un peu les adeptes, par contre on n'a pas split l'essentiel des troupes. On a pris du coup une grosse connexion. Ceci étant dit, j'ai l'impression que Nib ici a suffisamment de troupes dans l'ensemble pour lui permettre de passer devant, malgré une économie supérieure dans l'ensemble. Dans cette game de la part de Elazer, on inflige de nouveau du dégât économique et on prend beaucoup de troupes aux joueurs Zerg. Effectivement, là, heureusement, il y a la nouvelle fournée d'Hydra qui a permis de régler un peu les pendules sur la B3, mais malheureusement, la B1 qui se fait assiéger par le reste de l'armée. C'est bon, c'est bien contenu. Il y a toujours deux adeptes qui se frayent un chemin un peu partout. On joue au ping-pong. Il y a suffisamment de Phoenix pour faire du dégât et pour jouer au tennis. Allez, retour. Ouais, mais là on perd deux Phoenix quand même sur une arrivée d'Hydra et la B3 elle n'est posée que maintenant. Le wall ici, ou plutôt le rocher est ouvert et ça peut être une grave erreur pour Nib qui pourrait du coup se faire contester sa B3. Il veut maintenir les troupes de son adversaire de l'autre côté de la map. Le problème c'est qu'on arrive en deux temps, d'un côté les Zerglings pour forcer justement à rester bien chez toi, bien tranquille à l'endroit où tu défendras le moins bien, et de l'autre la masse d'Hydralisques qui est en train d'arriver. Le problème c'est que cette masse d'Hydralisques,
Je vois mal comment Nib pourrait la gérer avec son armée actuelle. Puisque certes, il y a beaucoup de Phoenix, mais est-ce que ce sera suffisant pour lever suffisamment d'Hydralisk? Je ne suis pas sûr. Et surtout des Bane qui sont en production. Ouais, là Nib va se faire crush, hein, ça me paraît évident. Il y a une vingtaine de Bane. Bon, là, il n'y en a que 8, mais les 12 autres sont en train d'arriver. Et il y a les Hydra qui sont en train d'arriver en frontal. Nib qui veut se replier au niveau de sa B2 pour essayer de survivre. Mais je suis pas sûr que tu puisses le faire. Là, il veut soulever tous les Hydra, mais c'est tellement mal synchronisé. J'ai du mal à imaginer que ça fonctionne. De l'autre côté, en fait, les Bane qui sont rentrés. Les Bane dans la ligne de mid-range, ça lève tout. Oh, ça vient de super piquer les Hydra qui sont intouchés. GG. Et on va juste faire un retour rapide parce que du coup j'ai manqué ça très brièvement. Mais juste avant, en fait, vous avez les adeptes qui tentent le shade dans les bending, comme on va le voir. Hein. Clac clac clac, boum boum boum, I want you in my room. Là, les shades d'adeptes qui sont envoyés, mais les bending qui suivent. Et là, il veut micro-gérer ses Phoenix. Il est pas du tout sur ses shades. Oh là 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 là. Et ça pète, Le ça massacre. pète dans tous les sens. Le complet massacre. Et là, c'est vraiment terrible hein, parce que c'est Nib qui tente des choses, mais ça fait un moment que le Phoenix Adept c'est plus dans la méta. Et on voit pourquoi, enfin ça perd trop vite en souffle. Et surtout comparé à un joueur Zerg qui est parti sur une gold en naturel. Effectivement là les décisions de Nib qui deviennent beaucoup moins tranchantes. Et Laser qui réaffirme sa position et surtout sa solidité mentale, qui ne perd pas pied après 2 games rondement perdus. Il se remet en jambes et arrive à égaliser. Et ouais, la Nib, il a l'air un peu contrarié. Deux fois des plans de jeu qui sont pas forcément vraiment efficients et qui n'ont pas l'air si maîtrisés que ça. C'est un peu étrange de la part du joueur américain qui nous a habitués à des BO plus solides. Là, ça ressemble un peu à du test, mais là, il a plus du tout le luxe de tenter ce genre de choses. Ça fait 2-2 et ce sera la dernière game. Ce sera effectivement la dernière game qui du coup prendra place sur Corrosion. Donc une map relativement courte, enfin courte mais avec pas mal de bases. Un peu l'héritière hein, dans l'idée de Abyssal Reef, même si Biogenesis, Corrosion et nulle part. Enfin, en périphérie de nulle part. Donc Backwater en anglais, hein, on va finir par l'appeler Backwater de manière systématique. Hein. Oui. Sont aussi pas mal dans cette idée, hein, des maps relativement courtes, mais à la fois très larges de par le nombre de bases dont elles disposent. En tous les cas, ici, on va spawn directement sur Backwater pour cette dernière game dans ce BO5 entre deux des joueurs favoris de CWCS. En haut à gauche, en Zerg bleu pour la Team Clash. Il a fait la remontada. Peut-il faire la victoire? Montrez votre soutien dans le chat pour ce joueur. Il s'agit des Lasers. Et en bas à droite, vous le connaissez forcément, vainqueur de 3 étapes WCS de l'année passée. Il est en face de son plus grand rival en Protoss rouge. Montrez votre soutien pour Nib. Et c'est effectivement deux grands rivaux, hein. Les deux champions du système WCS de l'année 2017. Et là, finalement, le joueur qui avance dans ce tournoi, il annonce quelque part un peu la couleur pour le restant de l'année. C'est je suis théoriquement le joueur foreigner le plus fort jusqu'à la fin du tournoi. Puisqu'à la fin du tournoi, un champion sera couronné et rien ne nous garantit que ce soit un de ces deux joueurs. Hein. Effectivement, hein, parce que de l'autre côté du tableau, il ne faut pas oublier qu'il y a Spécial et Serral et Spécial qui sont deux gros prétendants au titre également. C'est ça. Donc à surveiller de toute façon. Et puis, ce sera casté. Il y a un Showtime qui est du coup dans la même partie de l'arbre, mais qui pour moi n'est pas forcément prétendant au titre. Mais qui fait un bon underdog. Bah en fait, il va faire ton bon gatekeeper. Pour moi, il va finir par battre True, pardon, qu'il joue en 8ème de finale, même si de toute façon je me trompe, mais je pense qu'il va finir par le jouer. Par contre, pose ton cyber s'il te plaît. Là, c'est une erreur et on a perdu beaucoup de temps. Et du coup, en fait, il va falloir aussi battre Showtime et qui est redevenu un adversaire très sérieux, très solide. Et honnêtement, y a moyen hein, qu'on ait une finale ou même une demi-finale. On est ni Nib ni Serral, ni Laser, pardon. Effectivement. Et peut-être même pas Serral non plus. Hein. Écoute, En vrai, si on a aucun des trois, je serais pas juste surpris, hein, je serais estomaqué. Effectivement, là, ce serait très surprenant. Parce que concrètement, les 4 meilleurs joueurs foreigners de 2017, dans cet ordre, c'est Nib. Et Laser, Serral, Spécial. C'est ça.
en termes de consistance de jeu. Même si mousquetaires. Serral, 4 du coup, mais Serral et Spécial ça peut s'interchanger parce que mine de rien Spécial il a une demi-finale en BlizzCon qui est une énorme performance. Qui parle pour lui. Alors que Serral on doit attendre les WESG pour avoir un titre et qui est quelque chose de nettement moins prestigieux puisque c'était juste une étape européenne et pas l'étape mondiale que la BlizzCon donc bon. Bien sûr. Mais bon, à lui de faire parler son talent qui lui par contre n'est pas du tout à prendre à la légère. On verra ça tout à l'heure. C'est vrai. Alors, on est reparti sur de la Stargate. Cette game-ci du côté de Nib, on refait un oracle. Alors on repart. J'ai pas vu s'il avait fait son gas first. J'avoue que j'ai pas prêté attention non plus à ce moment-là précis. Mais j'aurais tendance à dire qu'il l'a fait. Puisque Nib c'est un homme d'habitude en fait. Et en fait à voir le fait qu'il a son deuxième adepte, là le Warp Gate qui est pas foncièrement avancé mais pas spécialement tard. Et que là on a déjà l'oracle de lancer, j'aurais tendance à dire que oui, il l'a effectivement fait. Même si pour le coup c'est vraiment une différence de quelques secondes, hein. C'est vraiment subtil. Dites-nous si quelqu'un a fait attention dans le chat, n'hésitez pas à nous le dire, je check là à l'instant même. Voilà. Mais du coup deuxième oracle qui est envoyé, donc là Nib qui retourne dans sa zone de confort, qui 2 fois de suite a fait des builds orientés conseils crépusculaires. Et 2 fois des builds du coup qui n'ont pas fonctionné. Et ça nous montre... ouais ça a été ça. Ouais, okay. Il l'a fait. Mais très intéressant, vraiment. Parce que vraiment la première game j'ai eu le doute de si c'était une erreur. Et non. Et pour le coup bah non. Et c'est vraiment cool en fait de voir qu'en soi il y a potentiellement un nouvel opener Protoss. Même si c'est une toute petite variation. Hein. Ça fait juste 3 ans que l'opener standard Protoss c'est exactement le même. Donc c'est vrai que moi ça me ferait plaisir. Hein. Effectivement, un battement d'ailes de papillon. C'est ça. De créer la plus puissante des tornades. Des ouragans. Donc attention à ne pas négliger. Le Phoenix qui sort après le deuxième oracle, rien d'anormal. La question c'est quand est-ce qu'on va comboter les 3 pour faire les moves du swag qui, parce qu'en soi il n'y a pas eu un moment où Elazer il a compris le move et il a appris à le contrer. Il a subi le move, il a perdu des games. Et dans les autres parties, il n'y a pas eu un opening Stargate, donc il n'a pas eu à subir les moves. Effectivement. Donc la question c'est est-ce que ici le fait qu'il y ait eu 2 games de battement, est-ce qu'il a appris à gérer autrement? Peut-être. Ou alors est-ce qu'il s'est donné un plan de jeu dans lequel c'est moins efficient pour lui. Écoute là pour l'instant c'est 2 oracles qui ont l'air de faire bien moins de dégâts que tout à l'heure. Allez c'est bon, on va revenir avec le Phoenix. Ils sont 2 ce coup-ci. On va arriver pour soulever des darons. Oui. Hop là. Les mamans queen qui sont soulevées et on shift-click directement des drones 3, 4 et 5 qui sont pris dans la foulée. On va reculer assez rapidement sans perdre le Phoenix, c'est très important. Ouais, très important. Allez, c'est bon, la nouvelle fournée d'adeptes qui va rentrer elle aussi. On va essayer de supprimer cet Overlord, mais non, c'est bon, c'est bien couvert par les Queens. Le Phoenix qui n'a pas du tout le luxe de prendre des risques, vu ses points de vie. Là, malheureusement, ce sera plus compliqué que la dernière fois de revenir tanker avec le Phoenix, parce que là, juste le shield, ça risque de pas tanker suffisamment, et du coup, les oracles seraient beaucoup plus exposés. On a effectivement perdu plus de points de vie, donc on pourrait avoir... le perd Non. pas. Non. Oh, le bon sauvetage de la part de Nib. On pourrait avoir plus de mal à refaire du dégât. Maintenant, on a quand même fait beaucoup de dégâts. Hein, du coup, hein. 5 workers. C'est suffisant. C'est Massif, notre observateur qui n'est pas forcément l'individu le plus réactif de la planète à l'heure actuelle, mais en même temps ça travaille dur de leur côté, hein. Ils sont levés très tôt. Donc bien sûr, hein, beaucoup d'amour à Mapou et Fier Dragon. Eh bon, ravi. C'est ça. Nous sommes ravis d'avoir son observé. Allez, une nouvelle fournée d'adeptes bien plus conséquente cette fois, qui va essayer de se frayer un chemin dans les lignes de minerais Zerg. C'est bon, on accepte toutes les shades. Par contre là il y a quand même pas mal de trucs et les hydralisques qui vont poser sérieux problème à la survie de ces adeptes. Ouais, 5, mais... 6, 7. Ouais, là le problème c'est qu'on a envoyé les drones hein, pour essayer de tanker un maximum de dégâts et du coup on a perdu beaucoup de workers. On a réussi à shade directement dans la B1 et on repère des workers. Comme quoi une fois dans sa zone de confort, Nib est juste un massacreur de drones. Effectivement, hein. Là ça va recommencer, faut vraiment qu'Elazer reste solide, sinon le terraformage de trous de fesses va continuer. Il faut qu'il reste bien sur ses appuis. Cambré
droit sur les genoux, sinon la ligne de minerai va prendre extrêmement cher et c'est dans les games où il a plus subi niveau économique qu'il a perdu le plus largement. Ouais, puisque de manière générale, hein, un joueur Terran ou un joueur Protoss ou même un joueur Zerg dans un ZVZ se doit d'aller faire du dégât économique à son adversaire pour lui permettre d'assurer la victoire. C'est aussi vrai dans les autres match-ups, mais ça l'est un petit peu moins, très légèrement, dû à la mécanique de production de Worker Zerg qui est que tu peux en produire en fait 12 d'un coup potentiellement si toutes tes stats fonctionnent bien. Interception du drone, très bien fait de la part de Nib. Mais du coup, effectivement, les games où Elazer n'a pas pu empêcher le dégât économique, il s'est fait avoir et pour le coup, bah, c'était à chaque fois avec des oracles notamment. Les adeptes, on l'a vu, hein, s'il n'y avait pas des oracles au préalable pour perturber Elazer, ils ont tendance à pas trouver de dégâts. Mais dès qu'il y a les oracles, ils arrivent à pénétrer les lignes de minerai. C'est ça. Et le truc, c'est que Nib fait partie de cette génération de joueurs Protoss qui, si tu les laisses tranquilles, partent macro et te roulent sur la tronche. Ouais. Donc à l'instar de DNS, Showtime ou autre, il faut pouvoir faire du dégât en face et quand tu te fais agresser systématiquement tes lignes de minerai, tu ne traverses pas la map et résultat, le joueur Protoss lui va le faire avec une pop que tu n'es pas en mesure de contrer. Après il y a beaucoup d'hydralistes, c'est bon, c'est tagué de la part de Nib. Les rochers, est-ce qu'on va pouvoir aller dans cette base toute fraîche? Les Dropper Lords qui sont là mais qui n'auront aucun effet en termes de teamfight. Ouais, là il essaie le man game, il essaie de bluffer. Voilà. Alors, regarde bien mes overlords, tu vois bien que j'ai des bendings dedans, sauf que là non, tu aurais drop, motherfucker. Et je sais que tu n'as pas d'unité à l'intérieur, mais du coup il va faire des archontes pour essayer de compenser. Shanto Fakad, pardon, qui rejoint la route to poutre. Merci beaucoup à toi. Et GG. Alors, certes le bluff a été opéré, mais la hatch a été prélevée et c'était, je pense, le principal objectif de Nib. Après ces Dropper Lords qui vont se déplacer, ça paraît un peu osé. Hein. Je suis tellement pas fan de son style aussi heavy lurker. Ça repose vraiment notamment sur l'absence de détection et pour le coup il y a encore 2 oracles sur le terrain. On est en train de faire des ops, il y a beaucoup d'immortels. Je suis vraiment pas fan. Maintenant peut-être que ça peut lui permettre de créer le multifront et même pas, il s'est tapé la révélation. Non. Il s'est fait griller. Genre c'est cute, mais je préférais à l'époque où Elazer il faisait juste un drop genre de 4 Hydra ou de 4 Roach ou de 2 Lurkers, mais vraiment c'est un overload drop, juste un drop, c'est du harass. Alors que là c'est vraiment un truc de si t'arrives pas à caler ton Doom Drop et du coup à caler ton énorme positionnement d'une grosse partie de ton armée, bah tu te fais chier dessus en fait. C'est ça, tu sers à rien. Hein. Ouais. Bon là on va profiter du fait qu'il n'y a pas forcément beaucoup de détection dans l'armée de Nib pour positionner les lurkers et essayer de créer un double front avec les Hydras de l'autre côté. Mais là, la troupette au nord qui va se faire vilipender. Ouais, la grosse révélation, hein. Là on attend juste que les force fields soient terminés pour pouvoir prendre une meilleure fight, puisque pour l'instant les force fields aident plus Elazer que Nib et en plus on va pouvoir recouper avec l'armée qui remonte depuis le nord vers le sud. Letton qui se resserre directement sur Elazer et on ne parle pas de Jaren ici, il se fait juste bourrer. Oh mais pourquoi t'es pas parti? Pourquoi il s'est acharné comme ça Elazer? Il se fait pulvériser sur cette fight. Juste regardez 5 minutes le supply GG. Oh, GG, well played, effectivement, grosse déception pour Elazer qui n'a pu jouer que quand Nib l'a laissé jouer en fait, hein. C'est quand même terrible. Et Nib du coup qui nous montre que s'il reste dans ses zones de confort pour les parties suivantes, il a toutes ses chances d'accéder à la finale et pourquoi pas au précieux sésame du titre de champion de la DreamHack Leipzig. En tous les cas ici c'est une victoire 3-2 du Protoss américain. Elazer forcément dans la douleur. Clairement déçu et c'est ça, c'est comme tu l'as dit, si c'est pas Elazer qui prend le risque d'embêter Nib, ça passe pas. Ça ne passera pas. C'est très difficile de se mettre dans cet esprit là, de se dire il faut que je prenne un risque pour avoir une chance de gagner. Et donc malheureusement ça n'a pas été le cas sur cette game 5. Oh là là, la panique du côté des lasers. Hein. Ouais, là elle est pas bien. Hein. Ah, et là vous le savez, si vous le suivez sur Twitter, Aeromi est en train de se masturber après s'être lubrifié avec les larmes des lasers. Là je pense qu'il en est à sa 2e ou 3e éjaculation. Ouais. Non, et nous qui sommes des êtres humains normaux, ça nous fait forcément du mal de voir le bon ça fait chier. Mikage en peine. Ici, on va vous laisser avec Anna Prosser et l'interview de Nib. On revient juste après avec le prochain match de CWCS qui va être Showtime contre True. A tout de suite. Ne bougez pas. You mentioned that you really wanted to play Elazer. Did this go as you expected? Yeah, I thought it was going to be very close. Like, I didn't think the games would
play out as they did, because these games were really weird. I thought it'd be much more normal and like still close, like 3-2 either way. Yeah. In wanting to play him, was it to prove that you could come out on top, or why was it that you wanted to face him? I'm not sure exactly. It's just I just talk with him a lot, and we kind of have some banter and talk shit and stuff. Well, you guys are the 2 champions from last year, so kind of facing off here is a really important thing. You've now advanced in the tournament, and you're going to face the winner of either Showtime or True. Do you have a preference? I'd much rather play Showtime because True, because Showtime's just really hard. Like, he's insane in PvP. Like, he just always knows what to do, and he copies the Koreans, and the Koreans right now have the PvP meta pretty much figured out. So I think True is much more doable for me. All right. Well, congratulations again on moving forward. Can we expect, what would this be? Not a 3-peat, a 4-peat for you? I'll try my best, but I can't promise anything. Well, that's all we can ask, right, everyone? Thanks so much. Congratulations, and back to you at the desk.